Les Rendez-vous Experts vous proposent un numéro hors série, aujourd'hui entièrement consacré à l'inflation. Et pour cela, j'ai invité deux de nos meilleurs analystes BNP Paribas Cardiff. Il s'agit de Mathieu Muchery, chef économiste, et de Serge Verlet, responsable de l'ingénierie financière. L'économie mondiale traverse une forte zone de turbulence depuis la crise sanitaire liée au Covid et maintenant aux troubles géopolitiques. En Europe, ça fait plusieurs mois que les économistes, les politiques et les médias agitent le spectre de l'inflation. C'est une situation qu'on peut dire qu'on n'a pas connue depuis plusieurs années en France et qui a un vrai impact sur notre quotidien. Donc vous allez nous aider à y voir plus clair aujourd'hui. Alors, je parle d'inflation, mais Mathieu, comment vous définiriez ce qu'est l'inflation et quelles conséquences cette inflation peut avoir sur l'économie en général ? Oui, alors un petit rappel donc au préalable. L'inflation, c'est la hausse du niveau général des prix. Donc, il ne s'agit pas de parler d'anecdotes. Il ne suffit pas de dire le bois a pris 30% sur un an, l'aluminium a pris 10% sur 3 mois. Non. L'inflation, c'est un phénomène macro-monétaire. C'est-à-dire que c'est un déséquilibre dans l'offre et la demande de monnaie. Le banquier central, s'il a émis trop de monnaie par rapport aux besoins, eh bien, il va y avoir de l'inflation. Et s'il a émis pas assez de monnaie par rapport aux besoins, il va y avoir plutôt une déflation. Il y a une offre, il y a une demande, et il y a un rôle très important du banquier central qui est là normalement pour éviter la surchauffe et pour éviter aussi la dépression comme dans les années 30. Donc le but du jeu, c'est d'éviter les années 30, d'éviter les années 70 et d'être toujours un petit peu au milieu. Voilà. Autour de 0, 2, 3, 4, ça va. Et il ne faut pas que ça dérape. Parce que si ça dérape, les anticipations dérapent. Et à ce moment-là, l'inflation devient une spirale. Elle se nourrit des anticipations d'inflation. J'ai l'impression qu'on n'est pas dans cette situation des années 70, cette situation d'inflation, cette situation où les anticipations nourrissaient l'inflation comme une sorte d'exponentielle, comme une sorte de spirale. Alors c'est vrai que certaines personnes ont identifié un certain nombre de problèmes et ils pensent que du coup, ça génère de l'inflation. Par exemple, ils disent les bilans des banquiers centraux ont beaucoup enflé. Vous savez, le bilan de la Banque Centrale Européenne a été ajouté de 5 trillions, on a ajouté 5 trillions d'euros, ce genre de choses, où la Fed a acheté 10 trillions d'euros depuis 10 ans, etc. Mais peut-être qu'en fait, tout simplement, il ne s'agit pas de création monétaire. Il s'agit plutôt de circulation monétaire. On a acheté des titres contre des réserves. C'est neutre, c'est un swap en fait. Il n'y a pas eu de création monétaire directe en réalité. Aujourd'hui, les gens ont besoin de cash. C'est ce qu'on appelle la hausse de la demande de monnaie. Et quand on a une hausse de la demande de monnaie depuis en gros 2008, il est normal que l'offre de monnaie ne soit à peine suffisante. Si on avait véritablement une inflation à 8% dont on nous parle tous les jours, vous vous doutez bien que ce serait très compliqué pour l'épargne, on n'aurait pas du tout le même comportement de consommation et les marchés financiers ne seraient pas du tout là où ils en sont. Les taux d'intérêt nominaux, évidemment, ne seraient pas à 2-3%. Alors je reviens sur ce que vous venez de dire, Mathieu, puisque vous avez évoqué un taux de 8%, et vous avez parlé d'anticipation. On voit dans la presse, les médias se font écho d'un taux d'inflation à 10% à la fin de l'année. Est-ce qu'on n'est pas déjà justement dans cette notion ? Et ma deuxième question serait, ce taux, alors qu'il soit de 8 ou de 10, comment il se construit et il veut dire quoi exactement ? En fait, on s'est lié à la mesure choisie par le banquier central. Et le banquier central a choisi comme mesure de l'inflation, du phénomène très complexe qu'est l'inflation, il a choisi comme mesure le CPI. Le CPI, c'est-à-dire l'indice des prix à la consommation. Et en réalité, c'est surtout une dérive du pétrole et du gaz. Alors je vous ai prévu un petit graphique qui met ça un petit peu en musique sur une période qui est la période des 20 dernières années en zone euro. On a l'inflation telle qu'elle est mesurée par ce fameux CPI et on le corrèle évidemment au Brent, au prix du baril de Brent. Pourquoi le Brent a monté beaucoup ? Parce qu'au moment du Covid, il avait beaucoup baissé. Vous vous souvenez qu'aux États-Unis, on était même entré en niveau négatif pour le prix du baril sur les futurs. Nous, je crois qu'on est descendu à 20-25 euros pour un baril de Brent à un moment. Et puis de 20-25, on est passé à 115 en l'espace de 18-24 mois. Et donc forcément, tout l'indice des prix de la ménagère a dérivé fortement. La vélocité de ces prix-là est extrêmement forte. Le pétrole, le gaz, toutes les matières premières du coup. Et évidemment, ça entraîne tout le CPI vers le haut. Mais est-ce qu'il s'agit véritablement d'inflation ?
Vous allez avoir un déplacement de votre consommation, vous allez avoir un mouvement de prix relatif, mais il ne s'agit pas à proprement parler d'inflation. On va s'intéresser un peu à l'économie française. Est-ce qu'il y a des conséquences quels sont les exemples que vous avez qui vous viennent à l'esprit sur la situation actuelle et sur les conséquences de ces politiques ? Entre 2007 et 2008, le prix du baril double. Il passe de 70 à 140 $ le baril. Au début du mois de juillet, Jean-Claude Trichet monte les taux d'intérêt. C'était vraiment le moment. Hein. L'euro était à 1,60. Il fallait vraiment monter les taux d'intérêt. C'était vraiment très très bien joué. Et quelques mois plus tard, le baril s'effondre. Même, il ne se serait même pas effondré. De toute façon, le CPI ne serait pas resté à 4,5%. Il se serait effondré statistiquement. C'est ce qu'on va connaître dans quelques mois. C'est ce qu'on appelle le fameux effet pchit du CPI. On l'aura normalement à partir de cet été aux États-Unis et à partir de la fin de l'année en France. Et on n'a pas besoin d'avoir une baisse du prix du baril. Il suffit qu'il se stabilise là où il est. De toute façon, par un effet de base sur 12 mois glissants, on va avoir un effondrement du CPI. Et donc, il faut absolument éviter de faire des erreurs maintenant qu'on est proche du pic. C'est un peu ça l'idée. Est-ce que Serge, vous êtes d'accord avec l'effet pchit dont Mathieu vient de parler ? Alors j'ai justement un graphique, Mathieu, qui montre cet effet pchit de l'inflation, ce que tu penses, se voit également sur le consensus que l'on voit sur les marchés. Donc comment on le lit ? On a en courbe blanche le consensus sur le niveau d'inflation à fin 2022. Et on demande comme ça aux différents acteurs de marché, mais à combien vous voyez le niveau d'inflation sur un an à fin décembre 2022 ? Et donc on voit qu'effectivement, courant 2021, les acteurs de marché voyaient un niveau d'inflation à peine autour de 1%, 1,5%, et dès lors qu'il y a eu les tensions géopolitiques, on a une augmentation du niveau d'inflation anticipé à fin 2022. Et ce que l'on voit quand même, c'est qu'on voit que le consensus sur le niveau d'inflation fin 2022 qui est en blanc, quand on le compare à ce même consensus, mais à fin 2023, on voit bien le décrochage. C'est-à-dire qu'à fin juin, les acteurs de marché voient un niveau d'inflation à fin 2022 autour de 4,5-5%, et à fin 2023, il retombe en dessous de 2%. Toutefois, ce que l'on voit quand même, c'est que quand on regarde cette courbe blanche, c'est que le consensus sur le niveau d'inflation ne fait qu'augmenter. Oui, mais alors, le problème, c'est qu'il ne s'agit pas d'anticipation, il s'agit de réaction. Et il ne s'agit pas d'inflation, il s'agit de CPI. Ce qu'il faudrait regarder, c'est cette vraie inflation dont on n'a pas de mesure parfaite, évidemment, mais qu'on peut essayer d'approcher avec un certain nombre de proxys. Mais voyez bien que ce qui va générer des troubles dans les allocations, c'est ce mismatch-là, cette espèce d'effet, on dirait une pente comme ça, hein, et c'est pour ça que le marché est agité depuis quelques mois. Alors Mathieu, Serge, comment réagir justement face à cette situation ? C'est pas évident, c'est essayer de trouver les moyens en tant que particulier de se décorréler un petit peu de cette macro compliquée. C'est une macro bumpy road, c'est une macro taux ondulé. Parce qu'il n'y a pas de consensus sur le phénomène inflation, on rentre dans une période qui est compliquée, volatile. Donc essayer de se décorréler un petit peu de la macro et des grands indices peut être une stratégie intéressante. Est-ce qu'il existe des classes d'actifs sur lesquelles il faut aller justement pour protéger au plus son épargne, enfin au mieux son épargne, et ça va vraiment intéresser nos partenaires CGP qui sont à l'écoute, Serge. La première classe d'actifs à laquelle on a l'habitude de penser, c'est l'or. Voilà. L'or, valeur refuge, période de stress, période d'inflation, on a l'habitude de penser à l'or. Donc on va voir à quoi ça ressemble l'or si on le met dans cette perspective de couverture contre le risque d'inflation. Qu'est-ce que ça donne sur les dernières années ? Eh bien voilà, donc on a ce graphique-là. En blanc, nous avons la valeur de l'or retraduite en euros. Nos contrats d'assurance vie sont en euros, donc on retraduit la valeur de l'or en euros. Et en rouge, on a l'indice des prix européens. Donc ce que l'on voit, c'est qu'on semble avoir une corrélation plus ou moins parfaite jusqu'à 2018, et à partir de 2019, on a une envolée des prix de l'or que tu pourras expliquer, Mathieu. Est-ce qu'un tel support est une bonne couverture contre l'inflation ? On pourrait se dire, ça couvre parce qu'on a des performances qui sont bien au-delà de l'or. Mais en fait, ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Le graphique qu'il faut regarder, c'est le graphique en page suivante, c'est celui-ci. C'est quelle est la performance sur un an, par exemple,
de l'or par rapport à l'inflation que l'on constate sur la même période. Voilà. Et donc ce que l'on peut faire, c'est prendre sur plusieurs périodes de 1 an la performance de l'or en euros et l'évolution de l'inflation sur la même période et d'afficher cette information sur un graphique. Donc chaque petit point bleu ici sur le graphique représente une fenêtre en fait sur laquelle on a comparé la performance de l'or et l'inflation. Voilà. Donc ce que l'on voit, c'est que on a l'inflation qui est en abscisse et la performance de l'or qui est en euros. Et donc chaque point bleu, encore une fois, représente une de ces fenêtres. Si l'or était un actif qui permettait de couvrir efficacement contre le risque inflationniste, eh bien, on aurait des points bleus qui seraient rassemblés autour de cette ligne rouge qui, en fait, signifie que quand l'inflation fait 3%, eh bien, l'or doit faire 3%. Quand l'inflation fait plus 5, l'or doit faire plus 5. Quand l'inflation fait du négatif, l'or doit faire du négatif. Donc, tous les points bleus devraient être rassemblés autour de cette courbe rouge, Y égale X. Voilà. En fait, ce que l'on observe, bien sûr, c'est qu'on a une dispersion extraordinaire. C'est-à-dire qu'en gros, l'or, ça donne la performance de l'inflation plus ou moins 50%, quoi, sur 1 an. L'or, c'est la classe d'actifs à laquelle on pense en premier lieu. Et bien sûr, ce qui vient juste après, alors on peut se dire, donc, est-ce que les matières premières pourraient, quelque part, nous aider à couvrir un portefeuille contre l'inflation? Eh bien, on va faire le même type d'analyse, voilà, très simplement. Alors, les matières premières, là, encore une fois, il y en a de toutes sortes. Hein. Vous avez l'énergie, tout ce qui est céréales, les métaux précieux, l'or justement. Vous avez bon, et donc vous avez un certain nombre d'indices, comme des CAC 40 en fait. Ce sont des indices commodities, mais sauf que cette fois-ci, plutôt que d'avoir les 40 actions françaises, on a un panier de matières premières. Voilà. Et ce panier de matières premières, là vous avez par exemple à droite un exemple d'un indice Bloomberg, hein, voilà, qui a été construit et sur lequel vous pouvez avoir des ETF qui sont fabriqués ou des fonds qui sont benchmarkés sur ce type d'indice. Donc vous avez du pétrole, vous avez du gaz, vous avez de l'aluminium, du cuivre, de l'or, du sucre, du café, tout ça. Tout ça, ça rentre dans ce panier et ce panier, dans le temps, il évolue de la manière qu'on montre dans le graphique en haut à gauche. Un peu comme l'or, c'est-à-dire que depuis 2019, on a une forte augmentation de la valeur de ce type de panier. Mais là encore, quand on refait le même type d'analyse, c'est-à-dire quand on donne la performance de ce panier par rapport à l'inflation sur la même période et qu'on fait cette analyse sur toutes les périodes possibles, encore une fois notre nuage de points, on voit que la première chose que l'on voit, c'est qu'on n'a pas une couverture contre l'inflation. On a l'inflation plus ou moins 30-40% et donc ça n'est pas efficace. Toutefois, pour les partenaires qui ont cette crainte concernant les matières premières, de la hausse de la valeur de ces matières premières, on peut avoir des solutions pour un peu maîtriser cette volatilité, maîtriser la trop forte volatilité que l'on a sur ce panier de matières premières. Donc ça, c'est pour les matières premières. Et enfin, il y a une dernière classe d'actifs qui sont les obligations indexées sur l'inflation. Une obligation indexée sur l'inflation, comment ça fonctionne? Vous avez en gros, c'est comme une obligation classique, sauf que pour une obligation indexée sur l'inflation, les coupons sont indexés sur l'inflation et le nominal que vous touchez à la fin, il est également indexé sur l'inflation. C'est-à-dire que plus le temps passe, s'il y a de l'inflation, vos coupons seront réévalués de l'inflation. Donc vous aurez des coupons qui en valeur de 2022 seront protégés, quoi. Et un nominal qui en valeur de 2022 sera protégé. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. On va regarder là les deux courbes qui sont relatives à une obligation de l'État français, 9 ans. En blanc, c'est la courbe que tout le monde connaît, c'est le taux 9 ans français. Donc on voit à mi-juin, on est autour de 10%. Si vous achetez une OAT simple, non indexée, vous aurez un rendement de 10%. Voilà, c'est ce que vous donne une OAT 9 ans aujourd'hui. Mais ça ne vous couvre pas contre l'inflation. Et donc vous avez une deuxième catégorie d'obligations qui sont les obligations indexées sur l'inflation. Et cette fois-ci, comment ça marche? En gros, vous avez une OATI, une OAT inflation,
à mi-juin, elle donne un rendement de moins 0,40%. Et ce moins 0,40%, comment il fonctionne? C'est le rendement que vous aurez sur votre obligation, auquel il va se rajouter l'inflation future sur les prochaines années. Eh bien, aujourd'hui, cette OATI, elle vous donne un rendement réel de moins 0,40%. Et bien sûr, vous rajoutez à ça l'inflation. Donc si l'inflation fait 3% par an, vous aurez moins 0,40 plus 3%, donc 2,60% de rendement, mais ça sera toujours moins 0,40% en rendement réel. Voilà. Bon. Donc là, ces OATI ne protègent pas tout à fait de l'inflation, tout simplement, parce que ce taux réel aujourd'hui, il est négatif. Et ça, c'est ce que l'on voit sur les obligations pures. Ensuite, une obligation, ça rentre dans un fonds, on a des frais de gestion qui font qu'on ne pourra pas être protégé de l'inflation. Et puis, c'est un petit marché. En France, oui. Petit marché. Aux États-Unis, ils l'ont créé en 1994. En France, ils ont dû le créer à peu près à la même époque, mais grosso modo, c'est comme un marché assez étroit, donc il y a des petits problèmes qui peuvent exister pour les institutionnels, qui sont des problèmes de liquidité, qui sont des problèmes de volume. Et puis pour les particuliers, c'est à peine accessible, enfin c'est plus difficilement accessible. Là, on vient de parler des OATI. Est-ce que, Serge, il y a quelque chose quand même qui sort du lot? Alors, il y a quand même quelques solutions, mais ce sont des solutions qui sont des proxys et qui sont loin d'être parfaites, encore une fois. Donc, elles ne vont pas vous protéger, elles vont vous surprotéger ou vous sous-protéger en fonction des moments. Mais en effet, on a quand même quelques pistes à évoquer pour nos partenaires. Donc, on vient de voir les OATI. On s'est dit les OATI ne protègent pas contre l'inflation. C'est-à-dire et encore, on a simplifié le schéma, mais il faut vraiment avoir en tête qu'une OATI ne protège pas contre l'inflation. Surtout quand l'inflation anticipée est très élevée. Parce que si elle est très élevée, vous allez payer vos OATI très très cher. Voilà, malgré que vos coupons et votre nominal vont être remboursés avec une plus-value qui vient de l'inflation, si l'inflation anticipée est très élevée, les OATI sont très chers et ne vous protégeront pas contre l'inflation. Enfin, pas efficacement. Voilà. Donc, les OATI, c'est un marché qui en effet est peu profond, donc peu de possibilités d'investissement et qui n'est pas très efficace. Par contre, on peut trouver donc, des fonds dont le benchmark est effectivement l'inflation réelle. Donc, non pas la performance de l'inflation anticipée à travers les OATI, ce qu'on appelle les Inflation Linked Bonds, mais vraiment l'inflation. Donc vous pourrez trouver des fonds, donc c'est là ce que je présente ici, le benchmark de ce fonds-là que vous pourrez peut-être retrouver par vous-même, c'est l'Euro Area Inflation. C'est un fonds à gestion active, c'est-à-dire que ça n'est pas garanti, mais au moins le gérant va sélectionner les bonnes obligues quand il pense que l'inflation anticipée est trop faible et les autres quand il pense que l'inflation anticipée est trop élevée. Il va faire une gestion active entre les différentes classes d'actifs pour tenter de battre l'inflation réelle, concrète. Et là, je mets juste à droite, par exemple, le benchmark d'un fonds qui n'a pas pour benchmark l'inflation du quotidien, mais par exemple le Bloomberg World Inflation Linked. Et quand c'est Inflation Linked, eh bien, ça veut dire que derrière, il y a des OATI, ou des équivalents d'OATI. Ces choses dont on sait qu'elles ne permettent pas de protéger efficacement contre l'inflation. Donc, il faut faire son marché correctement, mais rien n'est garanti. Ça reste une gestion active avec un risque sur l'alpha, positif ou négatif. Deuxième classe d'actifs, ça reste quand même, Mathieu, tu peux réagir, les matières premières. Bon, voilà. Chacun pense ce qu'il souhaite penser, mais les matières premières, peut-être certains de nos partenaires se disent qu'effectivement, être sensible, enfin positionné sur les matières premières, ça permettra quelque part de couvrir partiellement le risque inflationniste. Le problème de ça, c'est qu'on est sur une volatilité qui est très très forte, comme on l'a vu. Et donc, ce que l'on peut faire, et ce qui existe déjà, ce sont des solutions sur mesure. Alors, c'est plutôt du côté des banques qu'il faut trouver ces produits. C'est des produits structurés, généralement, des certificats, des notes, donc sur mesure, fabriqués vraiment selon les besoins d'un partenaire, et dont la performance va être indexée par exemple, sur un panier de matières premières, avec une protection partielle du capital. Voilà. C'est-à-dire que c'est un mélange entre
une partie obligataire qui va apporter cette protection partielle du capital, soumise au risque de taux d'intérêt, voilà, absolument, et une performance, une indexation à la performance d'un panier de matières premières. Ce n'est pas pure matière première, c'est un mélange, mais vous avez au moins quelque chose qui sera moins volatile qu'un pur indice, un pur ETF ou un pur fonds commodities. Et enfin, la troisième classe d'actifs, c'est la classe des actifs réels. Je pense que là, vraiment, avant même la hausse de l'inflation, on sentait chez nos partenaires une demande croissante dans les actifs réels, donc l'immobilier, le private equity, l'infrastructure, tous les actifs qui ne sont pas cotés, ces actifs qu'on dit réels, s'ils sont bien choisis, notamment sur les infrastructures, vous avez certaines infrastructures dont les cash flows sont indexés finalement à l'inflation, donc vous avez une certaine protection. Eh bien, ces actifs réels sont une classe d'actifs qu'il faut considérer lorsqu'on s'intéresse à l'inflation. Alors je rappelle, vous êtes responsable de l'ingénierie financière chez BNP Paribas Cardif, donc on va s'intéresser maintenant à la façon dont vous gérez pour BNP Paribas Cardif. Est-ce que la situation inflationniste qu'on connaît modifie vos modes de gestion? Est-ce qu'il y a une réelle interaction? Je vais me faire le porte-parole des équipes de gestion d'actifs de la direction. Alors, notre fonds en euros, si on parle bien du fonds en euros, notre fonds en euros est un fonds dont l'allocation d'actifs est décidée de manière stratégique une fois par an, et ensuite qui est gérée de manière tactique au cours de l'année. Voilà. Mais stratégique tous les ans sur une base long terme. C'est-à-dire que tous les ans, on se pose la question de qu'est-ce qui va se passer sur l'ensemble des classes d'actifs et sur la façon dont elles vont interagir entre elles sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Parce que notre horizon est un horizon d'assureur long terme, d'investisseur long terme. Donc c'est revu ensuite évidemment tous les ans, c'est revu même toutes les semaines, mais avec toujours une perspective vraiment. L'allocation d'actifs de notre fonds en euros a une certaine inertie. Et effectivement, lorsqu'elle est décidée, les équipes de gestion actifs-passifs ALM qui vont déterminer cette allocation vont se dire, cette allocation, est-ce qu'elle navigue bien dans les scénarios centraux, dans les scénarios favorables, dans les scénarios défavorables. Et dans ces scénarios, il n'y en a pas 3, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines, où on va observer le comportement de cette allocation stratégique. On sait qu'elle va assez bien résister aux chocs d'inflation, surtout s'ils sont temporaires, comme nous dit Mathieu. Donc la gestion d'actifs du fonds en euros va être assez peu impactée par ce choc d'inflation. Et c'est tant mieux, parce que ce serait très inquiétant si on était emmené comme ça par des effets de mode. Vous savez que dans le marché, c'est terrible. Tous les 3 mois, tous les 6 mois, il y a un effet de mode. Et nous, on doit évidemment être dans le marché, mais on doit aussi résister un peu à la tentation. Et c'est vrai qu'on est aidé par ce côté génération imbriquée, ce côté un petit peu grande masse, grand volume, perspective longue. On est aidé par cette structure, par cette duration, pour justement un petit peu résister aux effets de mode qui sont parfois déstabilisants. Alors messieurs, nous allons conclure cet entretien. Et avant de conclure, évidemment, je vous laisse la parole. Mathieu, vous commencez. Quelle conclusion, quel message voudriez-vous passer à nos éditeurs? On a peut-être oublié une voie, une solution, enfin une piste. Je dis peut-être parce qu'elle n'est pas facile à jouer. Mais on l'a dit, il n'y a pas de free lunch, il n'y a rien d'évident, que ce soit contre l'inflation, mais aussi contre d'autres menaces, parce qu'il n'y a pas que l'inflation. C'est la piste asiatique. Après tout, regardez, on nous dit l'inflation est au plus haut actuellement aux États-Unis depuis 40 ans. L'inflation en Australie est au plus haut depuis 40 ans. L'inflation en France est au plus haut depuis 40 ans. L'inflation en Pologne est au plus haut depuis 40 ans, etc., sur 39 pays de l'OCDE. OK. Tout de suite, immédiatement, vous voyez déjà qu'il y a une astuce. Ça veut dire qu'il n'y a pas 39 banques centrales qui se sont réunies dans une pièce en 2020 pour dire « Tiens, on va avoir une politique laxiste qu'on n'a pas eue au cours des 38 dernières années, et tout d'un coup, on va se mettre à avoir une inflation énorme, 39 banques centrales non coordonnées, avec des gens qui ne pensent pas la même chose, etc. » Non, bien entendu, ce n'est pas ça. Vous voyez bien que l'inflation n'est pas monétaire. Là, l'inflation, elle est matière première. Tous les pays en question,
tous les pays de l'OCDE sont grosso modo soumis à ce choc sur le pétrole, le gaz et quelques autres matières premières. Sauf l'Asie. Et quand je dis l'Asie, je parle de pays qui sont très différents, des régimes politiques différents, des banques centrales différentes, des monnaies qui n'ont pas les mêmes comportements, des stades de développement différents. La Chine, Taïwan, la Corée du Sud et le Japon, ce sont 4 pays qui n'ont rien à voir à tous les niveaux. Il n'y a pas d'inflation, ni statistique, ni véritable. Du coup, si vous avez vraiment une menace d'inflation, si vous avez un scénario très dur d'inflation dans les années à venir, ce qui n'est pas mon cas, mais admettons que vous ayez évidemment ce scénario en tête, peut-être que développer nos connaissances sur l'Asie, développer nos connaissances sur les classes d'actifs chinoises ou autres, ça peut être une bonne méthode. Parce que ça, c'est quelque chose qui, pour le moment, est très peu investigué, très peu investi. Vous avez très peu d'Européens ou d'Américains qui, pour le moment, mettent une partie significative de leurs avoirs, de leur épargne vers l'Asie. C'est la zone de croissance. C'est la zone où ça se passe. Et si vous tracez un triangle entre Pékin, Tokyo et Bangkok, vous avez quelque part 40% de l'industrie mondiale, sur une zone très limitée, et une zone non inflationniste, à la fois structurellement et monétairement. Serge, en conclusion ? Alors, en conclusion, ce que je dirais, c'est que chaque partenaire verra se positionnera finalement sur le risque d'inflation qu'il voit à court ou moyen terme. Hein. Chacun le verra comme il le pense finalement. Donc, ma conclusion, c'est que des solutions peuvent être trouvées, mais il faut vraiment bien les chercher. Voilà, c'est vraiment ça le point que je mettrais en avant, c'est que par exemple, vous prenez les matières premières comme je l'ai indiqué, l'or, vous n'avez pas du tout une couverture contre l'inflation. Vous prenez un fonds inflation, si c'est un fonds qui est indexé, benchmarké sur certaines choses, ça ne va pas vous couvrir contre l'inflation. Ce que je peux proposer, c'est que effectivement, si des partenaires ont des questions, bien sûr qu'ils rentrent en contact avec nous, si c'est possible, pour qu'on puisse les accompagner dans la recherche de solutions. Il y a aussi des solutions qui paraissent évidentes, qui sont très à la mode, qui ne sont pas faciles à jouer en fait. C'est cette idée qu'on va choisir par exemple des entreprises qui ont un pricing power élevé, qui véritablement ont une capacité à monter leur prix. Et si on fait une bonne sélection de bonnes valeurs, du coup on n'aura pas cette soumission à tous les caprices de l'inflation. Je dirais qu'il y a une impossibilité logique. Parce que si vous êtes véritablement dans une situation d'inflation véritable, si tous les prix augmentent, si la marée monte pour tout le monde, dans ce cas-là, tout le monde peut répercuter les hausses de prix sur ses produits par définition. Auquel cas, il y a du pricing power pour tout le monde. Cet argument du pricing power ne vaut justement que s'il n'y a pas d'inflation et que par conséquent, il y a certaines boîtes qui peuvent répercuter des hausses de prix et pas d'autres. Si c'est véritablement une inflation à 8-10% véritable tous les ans, comme par exemple dans les années 70, l'argument du pricing power tombe. Et de façon logique. On pense tout de suite au luxe dans le pricing power, mais ça peut être ne serait-ce que l'automobile, on le voit, la santé, les semi-conducteurs, voilà, il y a tous ces secteurs-là, mais les performances ensuite sont pas extraordinaires. Et on reste sensible à la volatilité des marchés tout de même. On reste sur des actions, donc c'est très très volatile. Les semi-conducteurs qui sont en pénurie mondiale, eh bien, elles sont prises actuellement dans le mouvement de recul du Nasdaq depuis 6 mois, et pourtant elles ont parfois un très gros pricing power, y compris des très très belles boîtes qui sont parfois sur leur segment en situation de quasi-monopole. Vous pouvez aussi avoir des Netflix qui est capable de monter ses prix, par exemple. Eh ben, ça ne l'empêche pas d'aller vers le bas avec le reste du Nasdaq, parce que quand on est pris dans un mouvement général, on peut peut-être avoir du pricing power, mais peut-être que le marché se dit Netflix a du pricing power aujourd'hui, mais en aura-t-elle dans 2, 3 ans, 5 ans ? Donc, c'est pas quelque chose qui est facile à jouer, et il vaut mieux soit trouver un très bon gérant qui sait jouer ça, soit se mettre un petit peu à côté de cette thématique et trouver une autre solution. Et c'est là-dessus que nous allons conclure ce podcast hors série des rendez-vous experts consacré à l'inflation et à ses multiples conséquences. Eh bien écoutez, alors Mathieu Muchery, Serge Verlet, un grand merci à vous d'avoir partagé avec nous votre expertise, et je vous dis donc à très bientôt pour la suite. Merci. Merci.
Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro des Rendez-vous Experts. Alors si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, commentez-le et n'hésitez pas à nous faire part des sujets que vous aimeriez que nous abordions ensemble. Vous pouvez le réécouter sur les comptes Cardiff, YouTube, LinkedIn et Twitter et sur les plateformes Apple Podcasts, Spotify et Ocha.